Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, moi c'est Majed Issa. J'ai eu le plaisir, je suis un ancien assistant du CHU de Bicêtre. J'ai eu le plaisir de rejoindre l'équipe du l'hôpital privé du Valdière avec le docteur Abou Farah et la clinique Paris-Lila. Donc, je vais parler ce matin d'un sujet qui connaît un grand essor depuis 10-15 ans et beaucoup de développement. C'est la chirurgie préservatrice de la hanche. C'est un sujet qu'on découvre de plus en plus et pour lequel on a de plus en plus de moyens et de connaissances. Donc, l'évolution de nos connaissances théoriques sur les pathologies de la hanche et surtout l'avènement de nouveaux outils techniques nous a donné la possibilité de soigner beaucoup de défauts morphologiques et de lésions de la hanche. On a maintenant la possibilité également de réaliser ces gestes-là, réaliser une bonne partie de ces gestes-là en mini-invasif, notamment grâce à l'arthroscopie de la hanche. Et tout cela nous permet d'optimiser la fonction de cette articulation, de gérer beaucoup de causes possibles de douleur au niveau de la hanche. Et donc, en somme, augmenter la longévité de cette articulation, voire éviter donc la fatalité qui était une prothèse de hanche. Donc, le message phare que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est que une douleur de hanche n'est plus inéluctablement synonyme de prothèse. C'est pour cela que j'aimerais bien distinguer la notion de traitement préservateur, donc la chirurgie préservatrice, et l'attitude classique qu'on avait jusqu'à récemment, c'est-à-dire d'essayer de jongler un peu avec la douleur, avec les déficits fonctionnels pour retarder le maximum possible la prothèse de hanche qui était un peu notre seule solution. Alors, on sait maintenant que beaucoup de lésions dans les différentes structures de la hanche sont liées à des vices morphologiques de la hanche, notamment un défaut d'angulation, un défaut de couverture de la tête fémorale, un défaut de rotation de la tête du col fémoral ou un problème dans l'offset. Et on sait que plus de 50% des arthroses chez les gens jeunes, donc les gens de moins de 50 ans, on a regardé un peu ces cas-là et plus de 50% avaient justement un vice morphologique. Le plus fréquemment, c'était un conflit fémoro-acétabulaire, on va en parler plus tard, ou une dysplasie de hanche. Donc, on a beaucoup de moyens, beaucoup de traitements de chirurgie pour conserver le genou. On fait beaucoup d'ostéotomie au niveau du genou, on fait beaucoup de ligamentoplastie, ligaments croisés, etc. Et on voit que vraiment, on avait jusque-là très peu de moyens au niveau de la hanche pour préserver justement cette articulation, ce qui n'est plus le cas maintenant. Alors, il faut vraiment, pour parler de chirurgie préservatrice de la hanche, il faut un certain alignement de planètes. On ne peut pas toujours proposer une chirurgie préservatrice à tous les patients. Ça dépend certainement de l'âge des patients. Et ici, j'aimerais insister sur la notion de différence entre l'âge chronologique et l'âge physiologique. On voit de plus en plus, les gens vivent mieux, ils s'entretiennent mieux. Et on voit de plus en plus de gens de 60 ans et qui ont un âge physiologique qui fait 15 à 20 ans de moins. Le type d'activité certainement a une influence et ça influence les attentes fonctionnelles de chaque patient. Un patient qui est complètement sédentaire n'a pas les mêmes besoins, les mêmes attentes qu'un patient qui est sportif régulier, quotidien, etc. L'obésité est un facteur important dans la chirurgie préservatrice de la hanche et surtout la compliance de chaque patient. C'est vraiment un traitement de participation entre le chirurgien et son patient. Alors,
Objectivement, nous nous basons sur une classification assez basique, qui est la classification de Tonis de la coxarthrose. Et on considère que la chirurgie préservatrice de la hanche reste possible dans les Tonis 0 ou 1. C'est-à-dire du moment où on commence à observer des géodes dans la tête fémorale ou dans le côté, et du moment où on a une diminution de l'épaisseur du cartilage de plus de 2 mm, on considère que la phase, le stade de chirurgie préservatrice est dépassé. Alors, j'ai fait cette topo exprès pour insister vraiment sur l'importance de la radiographie simple. On voit de plus en plus de patients arriver avec directement une IRM. Est-ce que vous avez déjà fait des radios, monsieur? Non, on m'a directement prescrit une IRM. Il faut savoir que vraiment les radios simples restent vraiment un gisement d'informations. Ici, devant vous, vous avez une radiographie simple du bassin de face. Déjà, rien que sur cette radio, donc la radio qui reste indispensable, rien que sur cette radio, on peut mesurer par exemple l'angle de couverture latérale de la tête fémorale. On peut tracer, on peut voir par transparence donc les ombres de la paroi postérieure et de la paroi antérieure. Donc ça peut, ici on peut décerner par exemple un signe du croisement, un signe de rétroversion acétabulaire, etc. Beaucoup d'infos donc. On peut mesurer l'angle cervico-diaphysaire. On peut mesurer l'angle de Tonis, donc qui est un signe également pour la couverture acétabulaire. On peut voir s'il y a une différence de longueur entre les deux jambes qui a pour origine la hanche. On peut tracer le cintre cervico-obturateur ou la ligne de Shelton. Sur le profil, ou ce qu'on appelle ici le faux profil de Lequen, on peut mesurer également, comme on avait mesuré tout à l'heure la couverture latérale, on peut mesurer l'angle de couverture antérieure. Et sur un profil de Don, ou bien sur un cliché en grenouille, on peut mesurer l'angle alpha. Donc, c'est un angle qui nous permet de voir s'il y a vraiment cette bosse-là que vous pouvez voir et qui serait responsable d'un effet CAM, ce qu'on appelle un effet CAM, on va voir plus tard, et donc d'un conflit fémoro-acétabulaire. Et tout ça, ça va nous aider à vraiment bien planifier notre geste chirurgical également. Alors, je passe assez vite sur l'examen clinique. Il faut savoir que l'examen clinique de la hanche, il peut vraiment être très riche. Rien qu'en observant le patient en position debout, on peut voir s'il y a un strabisme rotulien qui pourrait indiquer un excès d'antéversion du col fémoral, une bascule pelvienne, une asymétrie des épaules, etc. En le voyant marcher, on peut voir s'il y a une boiterie d'esquive ou d'équilibre, l'angle d'attaque du pas, etc. Il y a vraiment plein d'informations à en tirer. On peut réaliser le test de Trendelenburg qui peut signer une faiblesse des muscles abducteurs, l'amplitude des mouvements, donc en flexion, extension, abduction, adduction, rotation externe, rotation interne. On peut faire une flexion de hanche en contre-résistance qui pourrait, par exemple, dans certains cas, indiquer des pathologies de l'iliopsoas. On pourrait réaliser le test d'Aubert pour voir la tension du tractus iliotibial. On pourrait réaliser le test de roulement de la hanche qui peut déceler certaines sources de douleur. Le test très important de Fadry, donc flexion, adduction, rotation interne, qui est très utile dans le conflit fémoro-acétabulaire. Et inversement, le test de Faber, flexion, abduction, rotation externe. On peut mesurer l'antéversion du col, etc. Donc, l'examen de la hanche est vraiment un examen qui est assez riche. Donc, les différentes pathologies qu'on évoque en général, c'est les pathologies les plus fréquentes pour la chirurgie conservatrice. C'est d'abord le conflit fémoro-acétabulaire. Donc, c'est une partie du col ou de la tête fémorale qui vient buter contre une partie du petit. La deuxième pathologie, c'est la dysplasie de hanche. On va en parler. Donc, c'est un défaut de couverture du côté. On peut observer également une antéversion excessive du col, une coxa valga, c'est-à-dire un angle cervico-diaphysaire augmenté par rapport au normal, ou inversement, une coxa vara, un angle plus petit. Une coxa saltans ou des craquements douloureux au niveau de la hanche.
On peut également observer, et ça c'est assez fréquent, des tendinopathies ou même voir des ruptures des tendons des fessiers, donc du moyen et du petit fessier. Ça ressemble assez à ce qu'on observe au niveau de la coiffe des rotateurs. Et bien sûr, on peut avoir des lésions ostéofémorales et des ports étrangers intra-articulaires. Pour commencer avec le conflit fémoro-acétabulaire, donc on a trois types de conflits. Soit c'est cette bosse-là, on a une certaine bosse qui peut être primaire ou secondaire à une pathologie dans l'enfance, qui fait que quand le patient fléchit, quand il plie sa hanche et qu'il fait une rotation interne, cette bosse-là vient buter contre le rebord cotyloïdien. Inversement, le rebord cotyloïdien peut être beaucoup trop prononcé et il vient justement buter sur un col qui est par ailleurs normal. On peut également avoir un mélange des deux. Dans 25% des conflits fémoro-acétabulaires, on a un mélange des deux, de la came et du pincer, ou ce qu'on appelle en français l'effet tenaille. Beaucoup plus rarement, on peut avoir un conflit entre le petit trochanter et l'ischion, on peut avoir un conflit postérieur entre le grand trochanter et l'ischion, etc. Et ça, c'est beaucoup plus rare. Au scanner, donc au scanner 3D, regardez comment normalement une tête fémorale, le rebord cartilagineux se termine ici. Donc toute cette partie-là, c'est cette butée, c'est cette bosse qui, en rotation et en flexion, vient buter contre le rebord du cotyle. Et donc, au niveau du rebord cotyloïdien, on a le labrum du cotyle qui peut donc être abîmé. Sur des coupes transversales, voilà ce que ça donne. Donc ici, un effet cam, donc en rotation interne, ça vient buter et ça vient écraser carrément le labrum. Un effet tenaille, voilà, même effet, et quand c'est mixte, c'est encore, c'est les deux mécanismes en même temps. Au niveau de la radio, donc, comme on a vu sur le profil de Don, on peut mesurer donc l'angle alpha qui peut nous indiquer combien d'excès d'os il y a, donc combien d'os il faudra réséquer. Alors, comme conséquence de, comme on a dit, le labrum est écrasé à cause de ce conflit fémoro-acétabulaire. On peut observer une délamination progressive du cartilage, donc tout ça, ça peut être vraiment très douloureux. Et on peut observer une lésion par bras de levier, des lésions de contre-coup, donc diamétralement opposées, des lésions du cartilage postéro-inférieur, et voire même des problèmes de la symphyse pubienne, du rachis lombaire, des sacroiliaques, etc., par modification vraiment de la dynamique de la hanche. Regardez par exemple ici c'est la tête fémorale, le labrum qui est complètement effiloché ici, et plus à l'intérieur, on peut peut-être observer, si vous voyez, le cartilage qui commence à s'abîmer. Ici, c'est une vue, là c'est la tête fémorale, ici c'est le col fémoral avec cette bosse-là. Donc c'est ça, la bosse qui fait effet cam, et après résection, donc, voilà, on a rétabli une ligne homogène avec un col normal. Alors, les solutions, donc vous l'avez déjà compris, les solutions pour le conflit fémoro-acétabulaire, essentiellement, on peut employer l'arthroscopie de hanche pour fraiser donc juste cet excès d'os, que ce soit sur le col fémoral ou sur le cotyle. On peut aller débrider, voire réparer le labrum. Certains même vont maintenant jusqu'à faire reconstruire le labrum. On peut aller faire un débridement du cartilage, des microfractures pour stimuler la formation de fibrocartilage. On peut également, quand on a besoin, réaliser ce qu'on appelle une luxation chirurgicale de la hanche, c'est-à-dire un abord de la hanche native vraiment en mini-invasif, sans porter atteinte aux vaisseaux nourriciers de la tête fémorale, ni aux structures nobles avoisinantes. Donc, ça permet, c'est plus agressif certainement, mais ça permet une vision beaucoup plus étendue sur la tête fémorale et sur le cotyle. Et donc, ça garde son utilité dans certains cas. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on avait commencé le traitement préservateur de la hanche. Gans en Suisse, etc., les premiers pionniers de la hanche ont commencé à la soigner avec des luxations chirurgicales. Une petite vidéo donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ici, la tête fémorale. Ici, le chirurgien, donc, pardon, il palpe le labrum. Donc, quand il s'agit d'un effet tenaille, ici l'excès d'os, donc on peut, par arthroscopie, désinsérer focalement le labrum pour fraiser justement l'excès d'os, pour enlever l'effet tenaille. Voilà. Et ce qui nous ramène donc
un rebord cotyloïdien normal. Et là, il nous reste à réinsérer ce labrum à l'aide, un peu vraiment, ça ressemble beaucoup aux interventions et aux implants d'ailleurs qu'on utilise pour l'épaule, pour réinsérer le labrum. C'est des encres avec des fils qui servent justement à réinsérer cette structure-là. C'est une structure très importante parce qu'elle a un effet ventouse, donc qui conserve la stabilité de la tête fémorale et qui empêche justement, par pression négative, que ça se luxe. Quand c'est un effet CAM, donc pour cette bosse-là au niveau du col fémoral, donc on commence par délimiter la zone qui est excisée. On peut certainement s'aider de scopie, donc de radiographie en péropératoire, et avec une fraise, donc on excise donc cette CAM, cette bosse, et en péropératoire, voilà ce que ça peut donner. Ici, donc la tête fémorale, on commence par délimiter donc la zone qui est malade, l'os excessif, et puis avec une fraise, comme vous voyez ici, on fraise. C'est vraiment des gestes de quelques millimètres, hein, mais c'est quelques millimètres qui font la différence pour le long terme. Voilà. Deuxième pathologie, la dysplasie de hanche. Donc, je vous rappelle, on a plus de la moitié des arthroses chez les jeunes. On a vu que c'était essentiellement des conflits fémoracétabulaires ou une dysplasie. La dysplasie, c'est un défaut de couverture de la tête fémorale. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la tête fémorale qui est en dehors. Et ce qui fait que la surface d'appui sur la hanche, sur le cartilage, est très diminuée. Ça revient à la formule toute simple de l'école, c'est P égale F sur S. Moins on diminue la surface, plus la pression est importante. Et donc, ceci peut être donc arthrogène. Et quand, en plus, c'est accompagné d'une faiblesse capsulaire et d'une micro-instabilité, ça complique encore plus le problème. On peut avoir donc un défaut d'angulation ou d'éversion du fémur, comme on a dit. Donc, une antéversion excessive, par exemple, peut causer une instabilité antérieure, un conflit postérieur avec le bord postérieur du grand trochanter. L'angle cervico-diaphysaire peut être exagéré ou diminué, et chaque vis morphologique a son impact sur la fonction de la hanche. Alors, par exemple, quand on a une dysplasie, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on va chercher à augmenter cette surface de couverture en réalisant une butée du rebord cotyloïdien. C'est en général un fragment de crête iliaque qu'on fixe à l'aide d'une vis, et vous voyez que la tête fémorale, là, elle est entièrement couverte, et donc la surface d'appui est répartie sur une zone beaucoup plus large. On peut également réaliser, c'est une intervention beaucoup plus compliquée qu'il faudra bien planifier, on peut réaliser carrément une ostéotomie, ce qu'on appelle l'ostéotomie périacétabulaire. C'est une ostéotomie, une section autour du cotyle qu'on repositionne de façon à améliorer la couverture et la version du cotyle. Quand il s'agit d'un vis architectural au niveau du fémur, on peut réaliser donc une ostéotomie. Ici, un exemple d'ostéotomie de varisation. Donc, on a diminué l'angle cervico-diaphysaire ou une dérotation pour diminuer l'antéversion, etc. Troisième pathologie, c'est donc ce qu'on appelle communément la hanche des danseurs ou la hanche des karatékas. Donc, c'est des conflits, des conflits entre tissu mou et os qui peuvent devenir douloureux. Donc, c'est ce qu'on appelle la coxa saltans ou le snapping hip chez les anglo-saxons. Ça peut être un conflit, enfin une coxa saltans extra-articulaire qui peut être soit médial. Donc, ici, il s'agit d'un frottement du tendon de l'iliopsoas sur le rebord antérieur de la branche iliopubienne, donc ce qu'on appelle l'éminence iliopectinée. Et à force de frotter et de faire un effet essuie-glace sur cette éminence, eh bien, la bourse qui est en dessous, elle s'inflamme. Et donc, ça peut être source de douleur et source de gros craquements qui peuvent même être audibles par l'examinateur. La coxa saltans peut être latérale. Donc, à ce moment-là, c'est le tractus iliotibial qui fait le même effet, donc, mais sur le rebord du grand trochanter. Et donc, ça peut
entraîner une inflammation de la bourse rétrocontérienne. Le craquement douloureux de la hanche peut être également intra-articulaire, et ici on a une multitude de causes possibles. Sur une hanche vierge, ça peut être une lésion du labrum, ça peut être un corps étranger, un fragment de cartilage ou d'os dans l'articulation. Et également, on peut observer cela sur une prothèse de hanche. Alors, quand l'implant cotyloïdien déborde un peu au niveau antérieur, on a comme le conflit extra-articulaire, donc médial sur hanche native. Ici, on a le tendon donc, du psoas qui peut frotter sur le rebord de la cupule et donc entraîner vraiment des douleurs qui peuvent être invalidantes. Le traitement de tous ces conflits-là peut également être réalisé par arthroscopie, que ce soit une libération partielle ou totale du tendon, que ce soit une libération de la bandelette du tractus iliotibial, une réparation du labrum, etc. Autre pathologie, on peut avoir des lésions ostéochondrales focales au niveau de la tête fémorale qu'on peut soigner. Donc, c'est des lésions soit post-traumatiques, soit dégénératives vraiment focales. On peut soigner en réalisant, comme on fait au niveau du genou, une mosaïque-plastie ou une greffe, une allogreffe, donc, ou une autogreffe de fragments ostéochondraux. Et la toute dernière pathologie donc, que je voulais vous présenter, c'est donc la tendinopathie du moyen fessier qu'on observe fréquemment, qu'on observe assez fréquemment, surtout chez les dames. Donc, c'est une pathologie qui a beaucoup de points de ressemblance, comme j'ai dit, avec la coiffe des rotateurs. Il faut savoir distinguer bien sûr les images normales, classiques, des images de rupture de tendon ou de bursite rétrocontérienne. On peut même, comme dans l'épaule, on peut observer une tendinopathie calcifiante, comme cette calcification ici. Et donc, comme on fait au niveau de la coiffe, bon, il y a une classification pour les ruptures. Voilà une image arthroscopique, justement, d'un tendon qui est assez effiloché, en partie désinséré par rupture transfixante, et qu'on peut donc réinsérer et aviver par arthroscopie ou à ciel ouvert. Donc, en gros, le message principal que je voudrais vous transmettre, c'est que, je répète encore une fois, une douleur de hanche n'est plus, en 2020, n'est plus inéluctablement synonyme de prothèse. On a beaucoup de moyens maintenant pour agir là-dessus, notamment donc l'arthroscopie de hanche. Vous avez vu donc les différentes interventions qu'on peut réaliser avec, les ostéotomies du fémur, les ostéotomies du cotyle, les butées de cotyle, la luxation chirurgicale dans certains cas, les greffes ostéochondrales, la suture tendineuse comme pour le moyen fessier et la libération de tendons. Voilà.